Bonjour, soyez les bienvenus dans la Semaine de l'Écho. Au sommaire de cette émission, en France, pas de censure du gouvernement de François Bayrou. Les socialistes n'ont pas voté la motion moyennant d'importantes concessions. Quel est le coût de ces concessions? Le gouvernement pourra-t-il voter un budget et relancer l'activité? On en parle dans un instant. Alors que ses voisins réduisent leur déficit, la France a vu le sien déraper à 5,5% en 2023 et sans doute 6,1% en 2024. La France peut-elle revenir dans les clous européens sans casser la croissance? Décryptage à suivre. Enfin, face au retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, les Européens seront-ils capables de réagir? Le moteur franco-allemand est en panne, le rapport de Mario Draghi n'a pas trouvé d'écho. Un sursaut est-il encore possible? Voilà pour le programme, et pour en débattre, je suis entourée d'Anne Buchet, économiste, chercheuse, invitée à l'Institut Bruegel, Stéphanie Villers, conseillère économique chez PwC, François Gérolf, économiste à l'Observatoire français des conjonctures économiques, et Charles Naty, porte-parole du MEDEF. Bonjour à vous quatre et merci d'avoir accepté notre invitation. Ce jeudi, les députés socialistes n'ont pas voté la motion de censure déposée par la France Insoumise. Je vous propose d'écouter le Premier ministre. La motion de censure, M. Bompard, que vous avez présentée, elle a une signification. Elle dit « Nous voulons rester dans l'affrontement au sein de notre peuple ». Vous êtes dans une situation où vous voulez choisir la guerre intestine au sein de notre pays. François Bayrou a donc échappé à la censure. Pour ce faire, il avait satisfait aux demandes des socialistes, à commencer par la réouverture du dossier des retraites, le maintien à 1 jour et non 3 jours du délai de carence des arrêts maladie pour les fonctionnaires, ou encore le maintien de 4000 postes dans l'éducation nationale. Des concessions qui ont un coût, 3 milliards d'euros, selon les calculs du quotidien Les Échos. François Gérolf, tout d'abord, est-ce que vous validez ces chiffres, ce coût de 3 milliards d'euros? Alors, 3 milliards d'euros par an, ça dépend ce qu'on compte. Il y a une polémique sur la question de savoir qu'est-ce qui était déjà acté étant donné la censure. Il y a aussi potentiellement une hausse de l'Ondam, donc de l'objectif national de l'assurance maladie, donc en gros une hausse des dépenses dans les hôpitaux. Il y a un certain nombre de concessions effectivement qui ont été faites au Parti socialiste. Il y avoir, voilà, d'un côté, je pense du côté des socialistes, on va avoir tendance à surévaluer peut-être un petit peu plus l'ampleur des concessions qui ont été faites, et puis du côté de LFI, au contraire, pour montrer que le PS a trahi, on va montrer que c'est pas suffisant. Et puis effectivement, il y a aussi une question de savoir est-ce qu'on peut comparer ce chiffre au chiffre de la censure ou au chiffre du coût de ne pas avoir de budget. Je pense que c'est pas évident de faire cette comparaison. Déjà, ce coût-là, le 3 milliards par an, c'est par année, donc le coût de la censure, a priori, c'était une seule fois. Donc voilà, c'est pas évident, mais évidemment, il y a une bataille autour des chiffres qui est normale. Stéphanie Villers, François Bayrou a-t-il bien fait de lâcher sur ces points? Moi, je pense que ce qui compte, c'est d'avoir un nouveau budget 2025, parce que prolonger celui de 2024... Ce qui n'est pas encore fait, sachant qu'il devra probablement lâcher sur d'autres points pour faire adopter... On l'attend encore, je pense, le PS l'attend encore sur la réforme des retraites. N'empêche que prendre le budget 2024... en 2025, qui n'est pas du tout encore adapté à la situation qu'on connaît aujourd'hui, et d'autant qu'on connaît en fait les dévastes que ça a fait sur les comptes publics. C'est bel et bien le budget 2024 qui a déclenché un déficit de plus de 6%, du jamais vu dans un contexte hors crise. Alors, le prolonger, c'est-à-dire reprendre ce qu'il y a de pire en disant on va en rester là, enfin, je pense que c'est une très mauvaise solution. Et puis, on voit aussi toute l'instabilité que ça crée auprès des entreprises. Donc, revenir sur un budget 2025 plus adapté aux conditions d'aujourd'hui, c'est la meilleure des choses. Peut-être Charles Naty, vous entendre réagir sur ces concessions. Est-ce que vous ne craignez pas un risque de surenchère? Je crois d'abord qu'il faut marquer un tout petit temps et poser le fait que le Premier ministre il a réussi à convaincre. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Pour l'instant. Et c'est une bonne nouvelle parce que, effectivement, je pense que la France a besoin de stabilité. En tout cas, les entreprises françaises ont besoin de stabilité. Et en effet, elles ont besoin d'un budget 2025 qui leur permette de regarder l'avenir. Les entreprises, vous le savez, ont besoin de prévisibilité, elles ont besoin de stabilité. Et évidemment, ça apaise un petit peu le climat
d'inquiétude qu'il y avait parmi les entrepreneurs, en tout cas parmi nos adhérents, qui était patent. Donc ça, c'est une première étape. Je pense qu'il faut s'en réjouir. Et dans un contexte comme celui-là, il faut se satisfaire de quick wins, comme on dit en bon français. C'est-à-dire, c'est une petite satisfaction, un petit gain. Prenons-le et avançons à partir de là. François Gérolf, le ministre des Finances, Éric Lombard, assure que la baisse de croissance liée à la censure du gouvernement précédent a coûté beaucoup plus cher, 6 milliards d'euros, et 6 autres milliards, les pertes liées à des mesures qui n'ont pas pu être prises en raison de la dissolution. Même question sur ces chiffres. Vous êtes d'accord sur ce chiffrage ? Le premier chiffre, le chiffre de la censure, je suis d'accord avec le fait que les entreprises n'aiment pas l'incertitude. Les ménages non plus, d'ailleurs, a priori. Personne n'aime l'incertitude. Après, pour être honnête, alors je vais peut-être un petit peu... En tant qu'économiste, je devrais vous dire que tout est facilement quantifiable, etc. Je pense honnêtement que c'est des chiffres très fragiles. Après, il est normal que dans le débat... on donne des chiffres, mais je ne mettrai pas ma main à couper sur ces chiffres-là. Et en sortant purement des chiffres, sur le principe, est-ce que cet accord, il est rentable ? Alors, qualitatif, il est rentable, oui, mais après, il y a la question de savoir est-ce qu'il vaut mieux avoir un accord, quel que soit l'accord. Je pense que tout le monde ne serait pas d'accord avec tous les accords qui pourraient sortir, effectivement. Si, au final, on ressort, par exemple, avec une hausse des impôts qui est très, très substantielle, peut-être qu'il y a des gens qui ne seront pas contents. Est-ce que la question, c'est de savoir sur quoi, est-ce qu'il vaut mieux un accord qu'un mauvais accord ? Et sur ça, je pense que la question est un peu ouverte quand même. Anne Buchet, vue de Bruxelles, cette dérive des finances publiques françaises, doublée d'une instabilité politique, comment est-ce perçu ? Je pense qu'il y a un certain attentisme, je dirais, à l'égard de ce qui va se passer en France. D'abord, je pense, il est fondamental que la France, en fait, honore ses engagements d'arriver à un déficit de moins 3% à l'horizon 2029 et inverser la tendance de l'endettement. Parce qu'à l'heure actuelle, ce qui se passe, c'est que la France est effectivement le pays qui est le plus divergent en matière budgétaire, de politique budgétaire, par rapport aux autres pays. C'est-à-dire qu'il y a des pays qui sont plus endettés que la France, comme la Grèce ou l'Italie, mais qui respectent les 3%. Il y a des pays qui ont des déficits budgétaires plus élevés, mais qui ont des endettements moins élevés. Donc, en fait, la France est sur un sentier. La trajectoire française est divergente, et ce qui est mauvais pour l'équilibre de la zone euro. Donc, il y a une certaine tolérance parce qu'on comprend les difficultés politiques d'arriver à un accord, mais il est très, très important que les politiques budgétaires convergent, d'autant plus qu'on a changé maintenant les règles budgétaires et qu'on n'est pas à préconiser des politiques d'austérité à tout crin dès qu'il y a une déviation par rapport aux 3%. On est plutôt sur un ancrage de moyen terme en disant ce qu'il faut, c'est éviter un endettement qui n'est pas soutenable, en fait. François Gérolf, je vous vois hocher de la tête. Ce qui est vrai, c'est que l'objectif là qui est visé est, à mon avis, plus raisonnable que celui qui était visé par Michel Barnier. On annonce qu'on vise 5,4% de déficit et non pas 5% comme avait dit Michel Barnier. Je pense effectivement que vu le contexte politique, c'est plus réaliste, c'est plus raisonnable. Ça reste dans les clous de la Commission européenne et donc je pense qu'il faut aller vers ça. Et les 3% en 2029, vous y croyez ? Non, alors ça, par contre, pour être honnête, je n'y crois pas, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui observent la vie politique française ou les finances publiques qui y croient, parce qu'on parle de l'ordre de 150 milliards d'euros d'économies. Déjà, on a énormément de mal à faire des économies de l'ordre de 30 milliards. Je pense que 150 milliards, ça veut dire un effort répété, en plus dans un contexte a priori électoral dans les années qui vont venir. Ça va être très, très difficile. Et donc, voilà. Mais après, il faut viser une trajectoire qui nous ramène à l'équilibre, peut-être à horizon plutôt de 7 ans, voire 8 ans, qu'à l'horizon de 4 ans, à mon avis. Après, effectivement, ce qui pose problème en France par rapport aux autres pays, c'est notre système de retraite. Et qui, on y vient justement. Qui nous pénalise parce que c'est ce qui pèse le plus dans la dépense sociale. C'est 14% du PIB. Et les autres pays européens, en fait, se sont mis individuellement d'accord avec leur population pour les amener à travailler davantage.
Et nous, en fait, en France, pour des raisons que j'ai du mal à comprendre, on s'arc-boute sur un système par répartition qui n'est même pas équitable. Je pense notamment pour les femmes. Je ne vois pas une femme pouvoir défendre notre système par répartition. Je rappelle juste qu'en moyenne, une femme retraitée gagne 40% de moins qu'un homme. Et alors, on veut maintenir ce système, on veut partir avant 64 ans, n'empêche que la situation financière de certains retraités, notamment certaines femmes, n'est absolument pas satisfaisante. Peut-être avant de parler du système français de retraite, précisément, sur les retraites, le chef du gouvernement veut un conclave, comme au Vatican, c'est-à-dire qu'il veut rassembler les partenaires sociaux pendant 3 mois pour améliorer la réforme précédente. L'âge légal de 64 ans est dans le viseur. Le gouvernement va-t-il lâcher? Le Premier ministre n'est-il pas en train d'ouvrir une boîte de Pandore sur cette question des retraites? Ce qui est évident, c'est qu'il faut être capable d'entendre ce que pense l'opinion publique. Et l'opinion nous dit qu'à 80%, ils sont contre ce départ d'âge à la retraite à 64 ans. Donc, si l'âge pivot de 64 ans pose véritablement un problème, il faut certainement plus de flexibilité. Mais lorsqu'on dit plus de flexibilité, c'est revenir sur le niveau des pensions. C'est-à-dire baisser le niveau des pensions. Pour ceux qui veulent partir, pour ceux qui veulent partir avant. Je rappelle qu'aujourd'hui, il y a 1,7 actifs pour payer la pension d'un retraité. Donc, en fait, c'est donner trop de pression, en fait, sur les actifs pour pouvoir financer notre système de retraite. Le système de répartition est arrivé aujourd'hui à bout de souffle parce qu'on a vu aussi notre situation de la natalité en France, notre taux de fécondité maintenant est en train de rejoindre celui des pays, de la moyenne des pays européens. Donc, il faut en fait un principe de réalité. Le système en tant que tel fait trop de pression pour les actifs et donc il faut revoir notre système en profondeur. Alors, avant de revoir le système en profondeur, j'aimerais vous entendre, Charles Nati. Est-ce qu'il faut revenir sur la réforme tout en visant l'équilibre budgétaire? C'est en tout cas ce que souhaite le Premier ministre. Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce véritablement possible? Ce que ça m'inspire, c'est que d'abord le Premier ministre a de nouveau mis les partenaires sociaux dans une situation de dialoguer sur ce sujet. Et nous, ce qu'on espère... Ça n'avait pas toujours été le cas précédemment. Voilà. Nous, ce qu'on espère, c'est que les règles du jeu vont être claires et qu'elles vont être respectées. Qu'en particulier, si à l'issue de ce conclave, c'est-à-dire cette réunion au plus haut niveau, à huis clos, enfin bon, je ne suis pas spécialiste de droit canon, comme l'a dit Patrick Martin, aucun d'entre nous l'est, mais je dirais que, voilà, si aussi ce qui va sortir de ces discussions, si c'est appliqué ensuite par le gouvernement et si c'est appliqué entièrement par le gouvernement, ça sera une bonne nouvelle. S'il n'y a pas non plus d'autres instances qui s'invitent à la table de ces négociations, ça sera aussi quelque chose de très important. Après, comme vous l'avez dit, le régime des retraites, c'est 14,4% du PIB, c'est considérable. Et je pense qu'il faut marteler, il faut répéter sans cesse que le système des retraites est aujourd'hui intégralement supporté par le système de répartition, par les actifs, c'est-à-dire les entreprises et leurs salariés. Qui cotisent. Qui cotisent. Et ça, c'est évidemment un des sujets qui fait que ce déséquilibre, les prévisions qui sont faites par le Conseil d'orientation des retraites, ce déséquilibre budgétaire, il est appelé à s'accroître. Donc il faut travailler sur ce sujet et il faut trouver des solutions. François Gérolf, peut-être sur le fond, et aussi quel autre accord à l'issue de ce conclave serait possible? Est-ce qu'il faut baisser le niveau des pensions de retraite? Est-ce qu'il faut augmenter les cotisations? Est-ce que les Français y sont prêts? Ça, c'est vraiment un choix politique sur lequel, a priori, j'ai une opinion en tant que citoyen, mais il y a vraiment un choix. Soit on allonge la durée, effectivement, de travail, soit on accepte de voir le déficit des retraites augmenter, mais voilà, on est dans une situation de finances publiques qui est quand même difficile, donc on peut peut-être pas résoudre tous les problèmes par du déficit. Soit, effectivement, on augmente les cotisations, mais on sait que le niveau de cotisation est déjà quand même élevé, que ce soit du côté salarial ou patronal, et il y a d'ailleurs des revendications, à mon avis, légitimes sur le front du pouvoir d'achat et du salaire net. On sait qu'il y a beaucoup de Français qui ont des problèmes de
de pouvoir d'achat, notamment chez les actifs, soit effectivement on baisse le niveau des retraites. Et là, on sait, donc j'ai parlé un petit peu du fait qu'effectivement, à mon avis, le niveau des retraites, quand on compare au niveau des actifs, il est relativement élevé. En même temps, je comprends que c'est inaudible pour un certain nombre de retraités qui ont déjà du mal à boucler leur fin de mois. Et donc, il est question potentiellement, par exemple, de supprimer l'abattement de 10%. C'est une mesure dont on avait parlé pour frais professionnels, dont a priori pour les retraités, ça paraît pas justifié. Ce qui permettrait de protéger les retraités les plus modestes et de toucher seulement les retraités les plus aisés, ceux qui payent l'impôt sur le revenu, afin effectivement de faire contribuer en partie les retraités actuels. En même temps, c'est très difficile à faire accepter pour les retraités parce qu'effectivement, ils estiment peut-être en partie légitimement qu'ils ont cotisé toute leur vie et qu'il n'y a pas de raison de baisser leur niveau de retraite. Mais je pense que tous ces choix sont à faire. Sur la méthode, maintenant, la révision de la réforme sera précédée, nous dit le gouvernement, le Premier ministre, par une mission flash confiée à la Cour des comptes sur l'état du financement du système des retraites et non au Conseil d'orientation des retraites, le COR, une instance indépendante regroupant les partenaires sociaux et des experts qui, en principe, fait autorité sur la question des retraites. François Gérolf, la Cour des comptes plutôt que le COR, pourquoi un tel choix ? Je pense qu'il y a un choix délibéré. Il y a de plus en plus de discussions, d'interrogations au sujet du travail du corps, notamment sur la réalité du déficit et son ampleur. Donc il y a eu une polémique, on va dire, qui a été lancée par Jean-Pascal Beaufret, qui est un inspecteur des finances à la retraite, et qui a poussé l'idée que le déficit des retraites était sous-estimé parce que, en fait, le public a des cotisations retraite qui sont substantielles et qui masquent, selon lui, un déficit plus général dans le système de retraite. En gros, l'État donne de l'argent pour équilibrer tous les ans le système de retraite sans que ça apparaisse vraiment comme un déséquilibre du déficit de retraite. Et du coup, ça apparaît plutôt dans le déficit public. Donc voilà, donc je pense que c'est une bonne chose que ce débat soit... Voilà, que la Cour des comptes tranche en quelque sorte de manière impartiale entre le Conseil d'orientation des retraites qui pense plutôt que le calcul actuel est le bon, que le déficit à horizon 2030 est de l'ordre de 15 milliards, et entre cette vision alternative, on va dire, qui est que le déficit est plutôt de 50 milliards que de 15 milliards, donc vraiment beaucoup plus important. Ça permettra d'y voir plus cher dans cette bataille de chiffres qu'on a pu entendre sur cette question des retraites. Oui, voilà, je pense qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui tranche, effectivement, et je pense que c'est une très bonne chose que la Cour des comptes mette son nez un petit peu dans cette histoire. Anne Buchet, ce retour d'une possible réforme sur la réforme des retraites françaises, est-ce que vous estimez que c'était une priorité ? D'une façon générale, la réforme des retraites, c'est une priorité européenne. Parce que quand on regarde la viabilité à long terme des finances publiques européennes des différents pays, les retraites pèsent énormément. C'est vrai que l'adoption de la réforme, qu'on pourrait dire Borne, d'Elisabeth Borne, ancienne première ministre, effectivement, avait reçu un espèce de satisfecit de la part de Bruxelles. Il y a un très grand nombre de pays qui maintenant sont plus ou moins à 65 ans pour l'âge de départ à la retraite et qui s'orientent, enfin, qui ont un objectif évolutif en fait, qui va vers 67 ans. Les pays qui ont des âges de départ à la retraite avant 65 ans sont des pays qui aussi sont plutôt des pays de l'Est qui ont aussi un système par capitalisation qui compense, oui, et qui assure un taux de remplacement relativement favorable. Donc c'est vrai que au niveau européen, il y a une grosse attention sur ces questions. Et elle est double, elle n'est pas seulement sur le système de retraite. Et là où la France est à nouveau, il y a une spécificité française, c'est que le taux de participation des seniors sur le marché du travail, le taux d'activité est très très faible par rapport aux standards européens. Donc, est-ce que les entreprises jouent leur rôle là-dessus sur le travail des seniors qui est très faible en France ? Mais c'est un des sujets. Moi, je voudrais souligner qu'en fait, le travail, tout ce qu'on rappelle au MEDEF, ça a finalement un but, c'est que la puissance économique de la France, c'est-à-dire la richesse qui est produite et créée par les entreprises, c'est finalement le socle de la prospérité, c'est le socle de l'intégrité, c'est le socle de l'indépendance, et c'est ce qui nous permet à tous, globalement, collectivement, de sortir par le haut. Et c'est pour ça que... Mais ce qui n'empêche pas d'avoir un système de retraite qui soit déficitaire. Oui, mais pourquoi en est-on arrivé là ? Pourquoi on n'a pas pris les mesures nécessaires
bien avant anticipé. Effectivement, la question de la retraite par la capitalisation, c'est quelque chose qui va nécessairement venir sur la table. Il y a déjà des systèmes de retraite par capitalisation qui fonctionnent, en particulier dans le secteur public. Il y a des régimes de retraite qui sont sous gestion paritaire, qui sont donc gérés par les organisations syndicales, qui sont excédentaires. Donc il y a des solutions et qui permettent d'avancer. Allez, il faut qu'on avance nous aussi. Non, enfin, juste sur la retraite par capitalisation, c'est quand même, ça va être difficile, je pense, de faire cotiser les gens dans un système par capitalisation, attendu que leurs cotisations retraite sont déjà très importantes. Donc ça veut dire qu'il faut qu'ils cotisent 2 fois. Ou alors, on est obligé de créer, via le déficit public, de rémunérer les retraités actuels. Parce que sinon, aujourd'hui, les cotisations des salariés, elles vont dans la poche des retraités actuels. Donc c'est pas évident, je pense, dans un contexte... Le système, il doit être progressif. C'est-à-dire qu'il faut un système de balancier, de bascule, où peu à peu... Et je voulais juste rajouter quand même, lorsque vous dites qu'aujourd'hui, les retraités qui ont cotisé à juste titre réclament un certain niveau de pension, il faut rappeler que le système de répartition, c'est pas ça. Ils cotisent, les actifs, on cotise pour les retraités. Ils cotisent pas pour eux. Donc, en fait, c'est à partir du moment... Ben oui, mais à partir du moment où les Français comprennent pas que ça repose sur une solidarité intergénérationnelle, et lorsque le taux de fécondité est en train de baisser, en fait, c'est juste une équation comptable qui déclenche, en fait, des déséquilibres. Donc, il faut être capable de leur dire ça. Et en même temps, vous avez une formule de calcul sur la base des 25 meilleures années. Donc, les gens, ils ont l'impression qu'ils ont droit, en fonction de cette formule de calcul, au moment où ils partent à la retraite, ils ont le droit à ce qu'on leur avait promis au moment où ils ont cotisé. On ne peut pas complètement faire défaut. Oui, mais si on leur avait dit qu'en fait, que le système reposait sur notre capacité à avoir des actifs aussi nombreux que les générations d'avant, vous voyez, enfin, l'équation, elle était sur le taux de fécondité. Or, on a bien et d'où la question aussi d'augmenter la quantité de travail, puisque c'est ça qui permet de rétablir l'équilibre. On va passer tout de suite à notre deuxième partie, si vous le voulez bien. C'est un sujet passionnant, les retraites. Mais le budget 2025, imaginé par François Bayrou, prévoit de réduire le déficit à 5,4%. On l'a dit, contre 6,1% attendu cette année, en 2024. Cela représente un effort de 53 milliards d'euros. 2/3 de la facture viennent d'une baisse des dépenses publiques. Cela passe par des économies, en réduisant notamment le nombre d'agences publiques ou en vendant certains biens immobiliers de l'État. François Gérolf, se séparer de biens souvent devenus très chers à entretenir, est-ce que c'est une bonne idée ou une fausse bonne idée ? Ça réduit le déficit seulement à court terme, parce que ça vous réduit, ça vous donne des recettes fiscales, mais seulement l'année où vous vendez par définition. Donc c'est pas une solution pérenne, on va dire. Après, on peut comprendre qu'on le fasse, mais à mon avis, ça n'a pas vraiment beaucoup de rapport avec la difficulté budgétaire avec laquelle, dans laquelle on est prise. De manière générale, il faut que l'État, à mon avis, gère qui sait gérer et puis qui confie effectivement, potentiellement, s'il veut vendre des choses parce qu'il pense que le privé gère mieux. Il peut le faire de manière générale, mais pour récupérer... C'est pas une solution miracle. Ouais. En tout cas, pour récupérer des recettes fiscales et pour réduire le déficit, je suis pas sûr que ce soit vraiment une bonne idée. Non. Alors, autres économies attendues, plus de 2 milliards d'euros sur les collectivités locales, la débureaucratisation, une halte aux normes. Charles Naty, ça vous parle ? Ça me parle absolument. Je crois que... Enfin, ça a été dit, mais... On a l'impression que tout le monde est d'accord sur cette question des normes, et pourtant, ou de bureaucratisation excessive, et pourtant, dans la pratique, personne n'y arrive. On arrive à 56% du PIB de dépenses publiques. Et à ce niveau-là, on voit bien que nous sommes arrivés à la limite. C'est-à-dire que pratiquement, on est dans un pays qui ne s'appartient plus. Et il appartient à sa dette, en réalité. Donc, il faut aux détenteurs de la dette française. Exactement. Donc, il faut absolument rétro-pédaler sur ce sujet. Et en effet, la simplification, mais la simplification dans énormément de domaines, est un des axes majeurs pour permettre, encore une fois, à la puissance économique du pays, aux entreprises, de restaurer leur capacité de croissance, et c'est en fonction de ça qu'on peut espérer que les finances publiques vont s'améliorer. Parce que la croissance, c'est aussi la source qui permet à l'impôt de percevoir, à l'État de percevoir de l'impôt. Alors, on l'a vu sur l'infographie à l'instant, le reste du budget repose sur une hausse des recettes estimée à 21 milliards d'euros. On pense notamment à l'augmentation de certains impôts sur les plus riches pour les entreprises ou sur les transactions financières. Stéphanie Villers, c'est le bon équilibre ?
Je pense que les entreprises et les ménages les plus aisés s'attendaient à une pression fiscale supplémentaire depuis Michel Barnier. Enfin, il n'y a pas de nouveauté là-dessus. Et je pense que François Bayrou n'est pas très innovant dans ce domaine. Il y a juste un ajustement qui est un peu plus soft, sinon... On est à 5% oui, mais et non plus à 5,4%. Attendons de voir, on n'en est qu'au début, avec ces effectivement 21 milliards de hausse de recettes fiscales. Ce qui a été annoncé, on n'atteint pas les 21 milliards. Donc, moi, j'attends de voir la totalité de la feuille de route pour pouvoir savoir ce qu'il en est réellement et qui va contribuer à cet effort supplémentaire en matière de pression fiscale. Aujourd'hui, en fait, ça reste quand même assez flou. François Gérolf, est-ce que cela suffira à commencer à inverser la courbe de la dette sans casser la croissance ? La courbe de la dette, oui, la dette va continuer à augmenter. Si on est à 5,4% de déficit, d'autant que l'inflation reflue, donc on bénéficie plus de la taxe inflationniste. Et puis, la charge d'intérêt aussi augmente de 0,1% en gros. Mais quand même, le fait qu'on passe d'un budget qui visait un déficit à 5% du PIB à un budget qui passe à 5,4% du PIB, normalement, ça devrait donner une respiration à la croissance. C'est-à-dire, normalement, le budget, avec un ajustement comme ça, la croissance devrait rester plus élevée que ce qu'on avait prévu, par exemple, pour 2025, l'an prochain, étant donné que le budget sera un petit peu moins dur. Comment on explique cette exception française de dérapage financier et aujourd'hui, en plus d'instabilité politique ? Est-ce que les crises, la crise des Gilets jaunes, la crise financière, la crise du Covid, la crise énergétique, est-ce qu'elle explique tout ou pas ? On a parlé de bureaucratie tout à l'heure, c'est vrai qu'on arrive, en France, on a du mal à baisser le déficit public quand la croissance revient. Il y a à chaque fois qu'on a essayé de le faire, c'est vrai qu'on a un peu cassé la croissance. En 2011, par exemple, on a essayé d'augmenter les impôts après la crise de 2008-2009 et on avait vu effectivement une baisse de la croissance quand même substantielle, avec un ras-le-bol fiscal, parce que les impôts sont quand même déjà très élevés. En France. Donc, en fait, dès qu'on augmente les impôts sur quelqu'un, en général, cette personne se plaint. Enfin, même quand c'est les riches en France, en fait. Parce que les riches en France, oui, ils sont riches en France, mais ils se comparent aux riches des autres pays. Et en fait, c'est vrai qu'ils sont beaucoup plus imposés en France qu'ailleurs. Et donc, c'est très difficile. Et puis, les dépenses publiques, on dit toujours, on va débureaucratiser, on va supprimer les agences. Mais en rien fait, ne se passe. On n'y arrive pas. Depuis la RGPP, on a fait plein de plans et de fait, on n'y arrive pas. Donc, on est obligé de taper dans les dépenses sociales, dans les retraites, comme vous l'avez dit, dans les allocations diverses et variées, parce que c'est là qu'il y a énormément de marge de manœuvre. Oui, mais ce qui est quand même inédit, c'est quand même ce déficit de 2024 à plus de 6% dans une situation où il n'y a pas de crise particulière. On est quand même le seul pays à afficher une telle dégradation des comptes publics. Et moi, je pense que ça, il faut absolument revoir notre trajectoire et pas laisser ces dérives. Et il faut que les choses s'expliquent. Il n'est pas normal, en fait, que la Cour des comptes, ou plutôt Bercy, s'excuse en disant qu'il y avait eu, en fait, des mauvais calculs en termes de recettes. Moi, je pense que c'était plutôt un calcul politique. Lorsqu'on fait un budget, on met des niveaux de dépenses en fonction d'un niveau de recettes. Alors, il était de leur intérêt d'augmenter les recettes pour pouvoir avoir toujours, en fait, un niveau très élevé de dépenses. Et je rappelle que l'année dernière, sur 2024, on aura vraisemblablement 1% de croissance. C'est parce que les administrations publiques ont dépensé et ont investi. Donc, on sait que cette année, sans budget, c'est plus possible pour les administrations publiques d'investir. Donc, moi, je ne suis pas véritablement sûre qu'on puisse atteindre un taux de croissance de 0,9. Ah oui, non. La prévision de l'OFCE, effectivement, c'était en octobre que la croissance serait de 0,8 plutôt. Et puis, donc, je suis entièrement d'accord avec vous. Les prévisions du gouvernement et l'année prochaine, sont plutôt optimistes, à mon avis. Pour l'an prochain, en 2025, pardon. Pour 2025, les prévisions sont plutôt optimistes. Après, jusqu'ici, c'est vrai que le gouvernement s'est
pas trop tromper sur la croissance réelle. En fait, la raison des moindres recettes fiscales, c'est pas que la croissance a baissé, c'est plutôt que l'inflation a baissé plus vite que prévu. Du coup, il y a eu moins de rentrées fiscales. Et la réduction des dépenses publiques, c'est pas c'est pas impossible, puisque regardez ce qui se passe en Espagne, regardez ce qui se passe au Portugal. Oui, qui font figure de bons élèves. Exactement. Alors qu'il y a 10 ans ou 15 ans, c'était pas la même. Voilà. Pas la même histoire. Et alors donc, habituellement, on comparait la France à l'Allemagne, etc. Dans une moindre mesure l'Italie aussi. Du Sud. Oui, mais je crois qu'ils ont eu le courage d'y aller et de faire de mettre en place les mesures qui étaient nécessaires. Et encore une fois, redonner, ne pas augmenter le coût du travail, redonner des marges de manœuvre aux entreprises, c'est aussi ça qui permet de rétablir l'équilibre des comptes. On en vient à notre troisième et dernière partie. Croissance modeste, instabilité politique en France et en Allemagne, tension commerciale. En 2025, il y a de quoi s'inquiéter pour l'économie européenne. On écoute tout de suite François Bayrou. Nous sommes, nous, la France, et nous, l'Europe, en situation de citadelle assiégée. Nous sommes, nous, la France, et nous, l'Europe, confrontés à des puissances qui ont désormais décidé et choisi le parti de la domination sur la société que nous formons et la civilisation que nous portons. Anne Buchet, citadelle assiégée, l'Europe, l'expression est forte. Est-ce que vous partagez ce constat ? Oui, alors il y a différentes manières de l'exprimer politiquement, mais si on prend le rapport Draghi, c'est un petit peu ce qui ressort du rapport Draghi, c'est-à-dire Draghi a bien mis en évidence que ça fait 15 ans que l'économie européenne décroche par rapport à l'économie américaine. On a maintenant un PIB par tête qui est presque la moitié de celui des États-Unis, alors qu'en 2010, le PIB américain était de 30% supérieur au PIB européen. Et Draghi dit que c'est une espèce d'agonie lente. Et on est maintenant avec un risque de point de rupture. C'est-à-dire comme la situation, l'environnement, le contexte international est beaucoup plus défavorable, notamment la guerre en Ukraine et certainement le programme de Trump, notamment sur le protectionnisme, sont les menaces les plus importantes, mais il y en a d'autres. Eh bien, il y a un risque d'effondrement de l'industrie européenne. Et risque d'effondrement de l'industrie européenne, ça veut aussi dire une moins grande capacité justement à soutenir le niveau de dépenses publiques qu'on a et donc des dangers pour le modèle social européen à terme. C'est pour ça qu'il appelle à une réaction, à un réveil. Et pour autant, il appelle à un réveil et pour autant, on n'a pas l'impression que face aux menaces que brandit Donald Trump, que ce soit les menaces sur le Groenland, les ingérences du patron de X dans les élections en Allemagne, son soutien affiché à des figures politiques de l'extrême droite allemande, l'Europe donne l'impression de subir sans véritablement apporter de réponse commune. Que peuvent faire les Européens et que doivent-ils faire ? Sur ce que les Européens doivent faire, Draghi, il est très clair. Il y a 3 priorités. La première, c'est le numérique, pour rétablir une dynamique d'innovation et de compétitivité. La deuxième, c'est tout ce qui est lié à la transition énergétique et climatique. Qui a occupé 1 minute 30 du discours de politique générale de François Bayrou sur 1h30. C'est un effet de dissonance. Et aucun mot sur le renouvelable, par exemple. Oui, tout à fait. Alors que la France est en retard par rapport aux autres pays européens et ne remplit pas non plus les propres objectifs qu'elle s'est fixés. Et puis la troisième priorité, c'est la défense et la sécurité. Et il mentionne qu'il y a tout un ensemble de mesures qui doivent être prises et qu'on connaît, qui sont des réformes sur lesquelles il y a un consensus au niveau européen sur les grandes directions pour aller vers plus d'un environnement plus favorable à l'innovation. Et puis un investissement massif que Draghi estime à de l'ordre de 800 milliards par an, plus ou moins 4,5% du PIB, jusqu'à l'horizon 2030. Et il dit que les États ne sont pas en mesure de financer ça individuellement, donc il faut une action conjointe. Alors, quand on regarde ce rapport Draghi, il a été discuté. Il a été discuté par les 27 chefs d'État au Conseil européen de novembre. Il a été discuté par le Parlement européen. Il a beaucoup influencé les orientations politiques de la Commission von der Leyen. Je dirais le premier écueil, c'est effectivement que les pays frugaux
donc grosso modo les pays nordiques, scandinaves, auxquels on peut ajouter les Pays-Bas et l'Autriche et l'Allemagne, sont contre l'idée d'un endettement conjoint. Et donc on est loin d'un quoi qu'il en coûte européen. On est loin d'un quoi qu'il en coûte. En revanche, on sait qu'il y a un certain nombre de mesures et de discussions qui vont avoir lieu sur justement ces 3 priorités, sur la défense, sur la sécurité et sur la transition climatique et sur le numérique. À mon avis, la pression de Trump peut faire bouger les choses. On voit des changements. On voit par exemple que les Danois sont en train de dire oui, sur la défense, ce serait justifié d'avoir un endettement conjoint. On voit aussi qu'en Allemagne, avec cette opposition à l'endettement conjoint, on voit quand même que le successeur, qui est pour le moment qui sort des sondages pour Olaf Scholz, qui est Merz, et quelqu'un qui considère que les solutions économiques de l'Allemagne, elles se trouvent dans l'Europe. Et donc, il pourrait aussi évoluer vers des solutions plus européennes. Mais on le voit bien, vous citez l'Allemagne, ou ne serait-ce que la France, qui ont souvent des intérêts commerciaux divergents ou industriels divergents. Ils peinent à parler d'une voie commune. Ils peinent à parler d'une voie commune. Et c'est plus un sentiment de sauve qui peut, ou en tout cas de chacun pour soi. D'abord, sur les grandes priorités, là, les 3 grands secteurs, il y a déjà un accord. Après, les Allemands et les Français, ils ont quand même montré qu'ils étaient capables d'aboutir à des compromis et que ces compromis, ils arrivaient à les faire accepter par les 27. Par exemple, on peut parler de la réforme des règles budgétaires qui a eu lieu en 2024. C'est les Allemands et les Français qui ont négocié entre eux pour savoir est-ce qu'il fallait être plus souple ou non sur les critères des 3% et de l'endettement. Ils sont arrivés à un compromis. On a un nouveau système qui a été mis en place et qui sert de cadre budgétaire maintenant. Sur la question... il y a plein de questions sur lesquelles les Français et les Allemands sont en désaccord et sur lesquelles ils finissent par agir de façon conjointe. On le voit sur les questions d'aide d'État sur lesquelles les positions ont changé. On voit maintenant que tout le monde est d'accord pour une politique industrielle. Justement, j'aimerais vous entendre là-dessus. Oui, alors je voudrais ajouter une petite lueur d'espoir, parce qu'au MEDEF, le mois dernier, on a organisé une trilatérale entre la France, enfin le patronat français, le patronat allemand, le patronat italien. Grande convergence de vues sur un certain nombre de sujets, ceux que vous avez mentionnés, plus celui de la question de la finance et du financement. Aujourd'hui, si on regarde ce qui se passe au niveau de l'épargne des Français, il y a en 2024, 330 milliards d'épargne française qui est allée s'investir aux États-Unis. C'est 110 milliards de plus que l'année précédente. Et on est tous d'accord pour se dire qu'au niveau européen, on doit mieux s'organiser dans le domaine des marchés financiers pour pouvoir... C'est une des préconisations du rapport de Draghi. Absolument. Donc, meilleure organisation des marchés financiers pour pouvoir mieux flécher l'épargne des Européens vers la croissance européenne. Et ça, c'est une des dimensions, par exemple. Mais c'est absolument nécessaire d'organiser cette concertation. Moi, ce que je vois, c'est que parfois, au niveau des organisations patronales, on arrive peut-être à avancer peut-être un petit peu plus vite. Alors, donner une des États. Comparé aux États-Unis, en fait, c'est extrêmement lent. Quand on voit l'IRA, l'Inflation Reduction Act, qui a été mis en place sous Biden, où en fait c'est un guichet unique où les entreprises où il y a une facilité à obtenir. Parfois même, on va démarcher les entreprises européennes. C'est ce qui est en train de se faire. En fait, je pense que Donald Trump, son idée, c'est véritablement de déstabiliser l'Union européenne. On ne va plus parler de partenaires économiques, mais maintenant, il faut quand même clairement dire que Donald Trump voit l'Union européenne comme des adversaires économiques qu'il faut absolument déstructurer. Et ça inquiète nécessairement les Européens que nous sommes, les entreprises européennes que nous sommes, puisqu'au fond, il nous dit, écoutez, on va augmenter les tarifs douaniers, ça va créer des ressources pour l'État américain. Du coup, je vais baisser les impôts, puisque ça amène de la compensation. Et en plus, vous êtes très largement dépendant du gaz qu'on vous fournit, puisqu'on est un des principaux fournisseurs de gaz. Donc vous voyez qu'il a quand même des arguments dans la discussion. Il nous reste très peu de temps. François Gérolf, beaucoup d'entreprises européennes s'installent aux États-Unis. On voit des capitaux français partir aux États-Unis. Est-ce qu'on assiste à une fuite de capitaux, à une fuite industrielle ? Est-ce que c'est quantifiable ?
Bah oui, c'est l'inquiétude en tout cas. Le prix de l'énergie est beaucoup plus élevé aujourd'hui en Europe qu'aux États-Unis, et surtout on craint que ce prix de l'énergie reste plus élevé. C'est-à-dire si on continue à s'approvisionner en gaz via du GNL, c'est plus cher que le gaz qui arrive en pipeline. De Russie. Comment ? De Russie. De Russie, oui, pardon. Et du coup, effectivement, il y a cette inquiétude. Et puis, il y a, comme vous avez rappelé, les subventions aux États-Unis. Alors que nous, au contraire, si on veut respecter les règles budgétaires, on va être obligé d'augmenter les impôts. Et je pense qu'en partie, ça va être sur les entreprises. Donc, effectivement, il y a cette inquiétude. Et puis, en plus, Donald Trump, il garantit effectivement que si vous allez produire là-bas, vous ne serez pas soumis aux tarifs douaniers. Donc, il y a toutes ces questions qui vont être un argument d'attractivité. C'est-à-dire qu'on ne joue pas avec les mêmes règles des deux côtés de l'Atlantique. Pas du tout avec les mêmes règles. Et je me demande justement si dans ce contexte, il ne faudrait pas rediscuter peut-être un petit peu des règles. Eh bien, on en reparlera et on vous réinvitera pour en parler, parce qu'effectivement, c'est une question qui nous intéresse tous autour de la table. En tout cas, merci beaucoup d'avoir participé à ce débat. Merci à vous de nous avoir suivis. L'information continue sur France 24.